C'est nous le Grand Paris, punchline signé Medine qu'on retrouve dans ce titre Grand Paris avec Ninho, Youssoupha, Fianso et plein d'autres. Demain sort Paname, le Grand Paris du rap, documentaire France TV / qui sera dispo sur la plateforme France TV gratuitement à 18h. Pendant 1h30, les réalisateurs Jean Morel et Simon Maisonneuve nous racontent comment le rap est devenu le style de musique le plus écouté de France et comment le rap parisien et de banlieue a connu un nouveau souffle en 2010. On en parle avec Jean Morel. Bonsoir. Bonsoir. Le documentaire commence un peu avant 2010. Diams est à l'apogée de sa carrière, mais le milieu du rap ne se porte pas si bien et la section d'assaut va tout changer. Racontez-nous pourquoi. Parce qu'on est à un moment, je pense, musicalement où le rap est un peu hors circuit industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la fin de la décennie, maintenant, tout le monde ne parle que des chiffres, au point qu'on te parle des chiffres de Midweek, qu'on dit tel ou tel artiste a vendu. Mais à ce moment-là, il y a des circuits parallèles, en fait, d'un vrai underground avec une musique qui, je pense, n'intéresse pas trop les majors à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu un circuit parallèle. Et pourtant, on sort quand même il y a un héritage rap et il y a des gens qui continuent à rapper. Mais c'est comme si l'industrie fermait les yeux, en fait. Et à ce moment-là, la section d'assaut déboule et avec on va dire les prémices de tous les nouveaux codes post-internet qu'on commence à maîtriser tous partout aujourd'hui, et il y a ce truc de fédérer une communauté autour d'eux. Ils reviennent avec un amour de la rime, du kickage, donc de la prestation qui impressionne les gens, et à mon avis ce truc aussi qui va être très important tout au début de la dernière décennie, c'est un sentiment de proximité. En fait on a l'impression qu'ils peuvent être là à côté de nous à tout moment, qu'on peut tomber sur eux au détour d'un boulevard et de se dire ça se trouve ils sont peut-être en train de faire un 16 mesures quelque part. Et puis ensuite, le phénomène devient énorme, et surtout, c'est un des vrais phénomènes, justement, de ce premier phénomène de cette décennie où ça rentre dans tous les foyers, en fait. C'est que du coup, il y a un peu un template, une sorte de truc de comment est-ce qu'on fait pour avoir du succès en faisant du rap à une époque où plus personne n'y croit. Et je pense que du coup, ils ont un peu donné le patron, on va dire, pour toute une décennie à venir, d'une certaine manière. Peu après, c'est 1995 qui cartonne avec un certain Nekfeu. Et là, vous nous dites que ce groupe va influencer toute une génération et notamment autoriser les rappeurs blancs. Alors ça, je pense que ouais, ça s'entend. En tout cas, il y a aussi pareil dans ce truc de proximité. C'est-à-dire qu'on a un truc d'identification. Moi, je le pense moi-même, à titre personnel. À ce moment-là, je vois ces rappeurs qui ont juste l'air plus cool que Wham, et je me dis, j'ai envie de leur ressembler, ou au moins j'ai envie de les écouter et de rouler avec eux, quoi, d'une certaine manière. Parce qu'ils sont comme nous, ils ont la même vie, mais ils font un truc tellement plus chouette que nous. Et je pense qu'il y a un truc qui se joue là-dessus. Je pense que sur cette question aussi d'ouverture, en fait, de cette musique, on va dire, de manière générale, est moins cantonnée à ce qu'il était auparavant. Je pense qu'en effet, et c'est un extrait qu'on met dans le documentaire, et qui est d'ailleurs défendu par Mehdi Maizi, il y a ce truc où on voit ce clash, notamment dans les Rap Contenders, où je pense qu'il y a un truc où tout d'un coup ça remet un peu le truc on sortait un peu d'une période très street cred, où pour rapper il fallait qu'on ait un vécu, il fallait qu'on vienne de la rue, qu'on revendique un certain nombre de trucs, et là tout d'un coup on se dit mais en fait la rime, peut-être que ça suffit aussi. Et je pense que ça a libéré pas mal de gens qui sont autorisés en fait à croire qu'ils pouvaient rapper aussi et peut-être faire carrière. Donc je pense que l'impact de Nekfeu de ce point de vue là, en tout cas pour moi, c'est une révolution, dans le sens où je pense que, et on l'entend encore aujourd'hui, les nouvelles générations de gens qui continuent à rapper, les nouvelles génées, elles se revendiquent de cet héritage un peu de l'entourage de manière générale, où je pense que ça a permis à toute une génération de s'autoriser à rapper, je pense. Ce qui est intéressant dans votre doc, c'est que vous montrez que le rap français s'est diversifié, trap, afro-trap, cloud, une vraie révolution avec à chaque fois des ambassadeurs, Booba, MHD et PNL notamment. Je pense que ça c'est peut-être aussi un des prismes du journalisme, où on a un peu envie d'essayer de trouver de quoi jalonner une grande histoire, mais c'est vrai que ce qui est complètement dingue avec cette décennie, c'est que en fait on le dit dès le début du film, en fait on aurait pu faire 9 saisons avec l'histoire de cette décennie. Donc il y a un moment où, et c'est là où c'est très compliqué de faire du documentaire, et surtout dans des formats comme ça, il y a un moment où faut faire un peu des choix et prendre des risques de dire est-ce que c'est cette grande histoire qu'on va essayer de raconter. Et je pense que du coup il y a des grands incarnants d'une grande histoire. En effet, la trappe, quand on parle de la trappe, l'arrivée c'est avec Booba, dans son sillage il entraîne Caris qui fait un disque qui est extrêmement important et qui marque un vrai tournant pour le rap français avec Or Noir. MHD c'est une nouvelle révolution, en plus ça change d'un point de vue géographique pour moi, où ça remet un peu Paris comme ville-monde, c'est-à-dire que MHD très vite il se retrouve à Coachella, ce genre de choses, et on se dit mais en fait Paris c'est ça aussi, c'est une histoire de diaspora, c'est une histoire de musique qui sont toujours mélangées, et on peut trouver en fait des héros, dans le sens héros AUT, mais des gens qui sont des porte-parole en fait de cette ville, de cette manière de penser, et c'est ce que je trouve résume incroyablement bien encore une fois le refrain de Medine. Ce documentaire tente de percer un mystère, pourquoi très peu de rappeurs étaient originaires du 9-1 alors que maintenant ça n'arrête pas, Niska, Boleman et Ninho entre autres, et vous essayez de répondre à cette question.
Question difficile. Alors il y a toujours eu une scène importante dans le 91, notamment une scène de rime très importante. Je pense à des gens comme Nubi, je pense évidemment à Unité de Feu, qui sont des groupes qui ont influencé beaucoup, et notamment les rappeurs qu'on a cités précédemment. Donc il y avait une vraie école de la rime, mais il y avait encore une fois cette grande histoire où on atteint quelque chose de plus grand. Il y avait la Coméra aussi qui avait quand même une vraie histoire. Et le 91, je pense que c'était l'histoire dans l'histoire un peu grande du rap. Il y avait un peu ce côté continent oublié du rap français. Et par contre, il y a eu une sorte de libération avec encore une fois des grands incarnants, évidemment avec PNL, où le raz-de-marée est tel que ça se termine quand même sur le toit de la Tour Eiffel. Donc l'histoire est absolument incroyable. Et puis du coup ça a foisonné. Puis je pense qu'en fait c'est ça aussi le rap, c'est qu'en fait c'est quand même toujours l'ouverture, l'idée d'une porte qui s'ouvre, d'un pied qui bloque la porte et des gens qui s'engouffrent derrière, quoi. Et donc à ce moment-là, on le savait pas, mais en effet c'était 91 allait devenir vraiment une ville extrêmement, un département extrêmement important du rap français. Et les talents sont multipliés dans des registres en plus extrêmement différents, ce qui montrait en fait que on va dire il y avait les ferments initialement d'une sorte de pluralité et que ça s'est concrétisé pendant cette décennie-là. Vous montrez aussi à quel point Internet et le streaming ont permis de remettre en lumière le rap. C'est un vrai game changer, dans le sens où, puisqu'on essaye de raconter une histoire qui est aussi une histoire qui est inextricablement liée avec l'industrie. Au tout début de la décennie, tout le monde est en perdition sur la question de comment est-ce qu'on va pouvoir peut-être un jour refaire de l'argent avec de la musique. Ces CD ne se vendent plus, et tout d'un coup il y a cette transformation avec le streaming et le fait de pouvoir revaloriser les écoutes. Alors pas à la même échelle, on le sait évidemment, mais en tout cas ça a favorisé. Et en tout cas, ça fait réaliser l'importance de l'écoute du rap à ce moment-là. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'était pas diffusé à grande échelle sur les médias mainstream, mais en fait, les gens, dès qu'ils avaient accès à Internet et un moyen de les écouter, c'est ça qu'ils écoutaient le plus. Donc en fait, c'est comme un bouleversement de paradigme, quoi. Tout d'un coup, on se rend compte que en fait, c'est au centre de tout, le rap. Et ça se passe au milieu de la décennie, où il y a vraiment en plus quelque chose de l'ordre de l'institutionnel, parce que c'est le fait qu'on comptabilise notamment les streams dans les ventes de disques, qu'on se rend compte que cette musique, elle dépasse tout, en fait. Elle dépasse les frontières et elle dépasse ses propres codes. Elle devient ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la musique principale, une pop qui en plus n'arrête pas de se réinventer en son propre sein, parce que je considère que le rap est une musique de sample. Donc ce qui est formidable, c'est qu'historiquement elle a toujours l'habitude de s'inspirer à droite, à gauche, et du coup de pouvoir se nourrir à nouveau et de recréer en fait en permanence une nouvelle énergie de création et de créativité. Donc du coup voilà, je pense que ça a été un bouleversement et qui en entraîne d'autres, et du coup maintenant une pluralité, je trouve absolument incroyable en termes de différences et de nouvelles manières de créer. On apprend aussi dans la bouche de Barak Adama de la section que les Parisiens enviaient les banlieusards qui, eux, avaient, je cite, des city-stades et des MJC, contrairement aux Parisiens qui n'avaient rien et qui étaient des pauvres parmi les riches. C'était primordial pour vous de parler du côté sociologique ? Cette musique pour moi le rap c'est la musique de l'immédiateté et du réel et du concret. Donc en fait c'est eux qui en parlent, c'est-à-dire que nous on pose des questions sur la question d'un concept qu'ils avaient inventé qui était les ghetto chic, qui était une réalité qui était la leur, c'est-à-dire d'être en effet vivre dans le 9e arrondissement de Paris. Le 9e arrondissement de Paris aujourd'hui, et quand on parle de cet arrondissement, le rap ça nous paraît des années-lumière potentiellement, tellement il a gentrifié, etc. Et pourtant c'était leur réalité à eux, c'est-à-dire qu'en effet autour d'eux c'était des gens issus de classe bourgeoise, et eux ils se retrouvaient là dans cette vie alternative mais au milieu de la richesse. Et je pense que ce que raconte le film et ce qu'il raconte bien, c'est que du coup là le contraste il est encore plus violent, c'est-à-dire que du coup on est confronté vraiment à 200 mètres à l'extrême richesse quand on galère tous les jours. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il y avait beaucoup de gens qui s'identifiaient encore une fois à la section d'assaut, et qui avait un truc on avait envie de les pousser le plus loin possible parce que c'était leur victoire, et je pense que c'était la victoire de pas mal d'auditeurs aussi de voir justement ce succès. Donc en tout cas cette dimension là elle est intéressante, mais parce que c'est intrinsèque à cette musique. Donc raconter cette musique sans raconter cette dimension sociale, je pense qu'on se trompe en fait, on comprend pas le rap si c'est le cas. À la fin du doc, un intervenant dit « Ce n'est que le début ». C'est quoi la suite selon vous pour le rap français ? Moi, je suis extrêmement excité par ce qui se passe en ce moment, parce que donc nous, en tant que Grunt, en plus, on a vraiment suivi cette décennie et cette nouvelle génération de rappeurs parisiens au début de la décennie. Et là, ce qui se passe, j'ai l'impression moi, je me régale tous les jours à découvrir des nouveaux artistes. Il y a toute une nouvelle génération de gens qui sont pour le coup totalement libérés en plus d'un point de vue créatif, qui s'autorisent tout, qui rappent sur de la musique électronique. On entend du two-step, on entend de l'hyper-pop, on entend on voit des personnages qui justement se sont affranchis de tout ce qui est extrêmement codifié dans le rap. Donc moi j'adore le fait que les directions sont éparses et qu'on sait pas vraiment où ça va, mais plus que jamais du coup c'est intéressant à documenter, à raconter, et il y a des artistes qui méritent plus que jamais d'être soutenus parce qu'ils inventent et c'est ça qui est formidable avec la musique, c'est que ça se renouvelle en permanence et qu'on a encore envie d'aller voir des concerts tous les jours.
Merci beaucoup Jean Morel d'être passé dans 15. Je rappelle que vous êtes co-réalisateur du documentaire Paname, le Grand Paris du rap. Merci. Merci beaucoup. 15. Jusqu'à 19h. Move.